L'actu Real Madrid est encore plus bouillante et chargée que jamais les amis, comme vous pouvez l'apercevoir sur le sommaire du jour. Je suis très content en tout cas de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'actu Real Madrid et j'espère au passage que tout le monde va bien. Un programme en tout cas chargé qui nous attend pour décrypter l'actualité du plus grand club du monde. Mais au passage, déjà pour l'introduction, il y a une information qui n'apparaît pas sur le sommaire car elle est apparue ce matin dans les médias et j'ai pas eu le temps de modifier le sommaire comme je l'avais déjà préparé hier soir intégralement pour la vidéo. Mais c'est la blessure de Luka Modric qui pourrait bien manquer 2 à 3 semaines de compétition et donc manquer la finale de Copa del Rey contre Osasuna mais aussi la double confrontation en Ligue des Champions contre City. On en reparlera un petit peu après mais c'est une news assez grave pour le Real mais aussi pour Luka Modric bien entendu. De l'autre côté on va parler du possible départ de Ferland Mendy cet été, parler aussi du fait que les Juvenil A, du coup les U18 du Real Madrid sous Alvaro Arbeloa vont être sacrés champions de leur groupe au niveau espagnol. On a aussi la possible prolongation du prêt de Iker Bravo au Real Madrid Castilla pour 2024, l'arrivée de Gabri Veiga au Real pour 2024, l'intérêt du Real pour Chukwueze et on terminera bien sûr par l'avant-match entre le Real et Almeria. Et je vous rappelle que si vous aimez le plus grand club du monde, le Real Madrid ou simplement le football espagnol ou le football en général, vu qu'aussi maintenant je propose non seulement l'actualité Real Madrid mais aussi un format de l'actu mondial, n'hésitez pas à vous abonner car on est de plus en plus nombreux et ça fait bien sûr super plaisir. Pour la blessure de Luka Modric, en tout cas on a pu voir l'autre jour contre Girona où le Real a perdu 4-2 de manière assez honteuse, que Luka Modric était sorti vers l'heure de jeu environ, qu'il avait directement une grosse poche de glace sur la cuisse. On pensait qu'il avait pris un coup, que c'était simplement par précaution ou pour qu'il puisse récupérer un petit peu d'une cuisse un peu douloureuse. Au final c'est bien une blessure aux ischio-jambiers qui a attendu le croate en tout cas de la pire manière et surtout aujourd'hui qui va peut-être priver le Real pendant 2-3 semaines de son maître à jouer, son métronome. Un joueur aujourd'hui quand même qui a 37 ans, bientôt 38, qui continue de briller, qui par son activité impressionne les joueurs expérimentés comme les plus jeunes, qui court partout, qui montre l'exemple, qui n'est jamais avare en effort, qui distribue les caviars mais comme s'il avait encore 23 ou 24 ou 25 ans. C'est un Luka Modric en tout cas qui plus il vieillit, plus il est fort et qui en tout cas va beaucoup manquer au Real, peu importe que tu affrontes City ou Osasuna. Contre Osasuna, il est clair que normalement les remplaçants du Real doivent être largement meilleurs que les titulaires d'Osasuna, mais sur une finale, tout peut se jouer. Sur 90 minutes à 120 minutes, il peut tout se passer et les mecs de Osasuna, pour rappel, c'est des mecs qui n'ont quasiment ou peut-être rien gagné du tout dans leur carrière, qui ne pourront peut-être rien gagner avec Osasuna, peu importe les compétitions et peut-être aussi dans leur carrière. Donc le fait qu'ils peuvent remporter un titre au moins dans leur carrière, surtout la Copa del Rey en battant le Real, bah pour eux c'est hyper honorifique. Donc faut pas les sous-estimer car ils vont tout donner sur 90 minutes ou 120 minutes. Et il est clair que pour le Real, avoir Luka Modric c'est quand même beaucoup mieux que pas l'avoir, tu vois. Il peut largement briller, il peut faire la différence très rapidement par ses gestes, ses passes, etc., ses déplacements, même si je suis très certain que Camavinga, Valverde, Ceballos, Kroos, Tchouaméni, etc. vont le remplacer à merveille ce jour-là. Après contre City, forcément, contre une équipe qui va beaucoup presser, qui va avoir beaucoup le ballon, qui va mettre beaucoup d'intensité et qui va mettre aussi beaucoup la pression en général, avoir quelqu'un qui sait gérer les temps forts comme les temps faibles, qui sait toujours faire le bon geste, qui peut sortir un truc magnifique quand t'es dans la merde, comme son extérieur en tout cas l'année dernière contre Chelsea par exemple, ou pas mal d'exemples comme ça. Un Modric c'est essentiel, au plus haut niveau c'est essentiel parce que forcément c'est un des meilleurs joueurs du monde, donc pour affronter une des meilleures équipes du monde c'est toujours essentiel, mais on espère qu'il sera remis. Mais c'est clair que s'il venait à manquer de rythme, en tout cas sans jouer jusqu'à City, que ce soit le match aller ou le match retour, ça va être compliqué. Il nous faut des joueurs en forme techniquement comme physiquement au top, sinon on pourra pas passer City. Au pire il pourrait être remplaçant au retour si jamais il peut revenir, mais être titulaire directement, s'il est pas au top du top à tous les levels, ça va être compliqué. On verra ce que dira Carlo Ancelotti dans la conférence de presse tout à l'heure, parce que moi je tourne avant la conférence de presse contre Almeria, et on verra aussi ce que dira le Real Madrid dans les prochains jours. Ferland Mendy annoncé sur le départ, on sait que c'est un joueur aujourd'hui qui certes a été très important, qui a apporté de la solidité, de l'équilibre en défense côté Real Madrid, qui à des moments donnés quand il était là, le Real Madrid prenait beaucoup moins de buts, perdait beaucoup moins aussi que quand il était pas là. Il a pris le relais de Marcelo au Real Madrid, il l'a fait de manière très intéressante avec Zidane et Ancelotti, mais avec Ancelotti il a commencé à perdre un petit peu de protagonisme, il a perdu aussi pas mal de temps de jeu à cause de ses blessures à répétition, un physique assez fragile, mais un joueur aussi qui était très critiqué depuis son arrivée au Real Madrid parce que son apport offensif est très famélique en termes de passes D et de buts marqués et d'apport au jeu ou de combinaison avec Vinicius. C'est pas le joueur en tout cas le plus
technique qu'on peut avoir devant, c'est pas le joueur qui va faire le plus de différence devant, mais qui va pas t'apporter assez de solutions offensives, en tout cas de dédoublement intéressant. Et justement, le fait qu'aujourd'hui Camavinga a été replacé arrière gauche, qui fait parfaitement le job offensivement, défensivement, techniquement, tactiquement, tout ça, et que des fois t'as Nacho qui joue arrière gauche, qui a été très bon par exemple quand il a pocket Mohamed Salah en Ligue des Champions, quand t'as David Alaba qui peut être mis aussi sur le couloir gauche et qui est très bon offensivement et aussi défensivement, le fait que cet été on aura Fran Garcia, l'ancien de la maison du Real Castille, qui va revenir du Rayo Vallecano, qui a en plus marqué un but l'autre jour magnifique contre le Barça, qui a été décisif encore une fois contre un gros de Liga, parce que Fran Garcia en termes de but et de passe décisive, c'est largement meilleur que Ferland Mendy, et dans l'apport de ce qu'il fait dans ses courses et ses déplacements, c'est quelque chose qui apporte en tout cas un latéral beaucoup plus offensif. Mendy est beaucoup plus défensif, mais Fran Garcia progresse de plus en plus défensivement, et il atteint un niveau technique au niveau des centres, des frappes et de ce qu'il apporte dans le jeu que Ferland Mendy est encore très loin d'atteindre. Fran Garcia est beaucoup plus jeune, c'est un Espagnol enfant de la maison, et normalement l'année prochaine, si Ancelotti ne fait pas le con et qu'il voit bien le potentiel du gamin, c'est Fran Garcia qui sera titulaire devant Ferland Mendy. Et Ferland Mendy aujourd'hui, par rapport à ses blessures, le fait que justement le Real Madrid a plusieurs solutions arrière gauche comme Alaba, Camavinga, Nacho et Fran Garcia, ils veulent pas voir la valeur marchande de Mendy, qui a encore la cote sur le marché des transferts entre 40 à 60 millions d'euros, parce que le marché des latéraux est très très coûteux, même si lui n'a pas été appelé très souvent en équipe de France avec Deschamps, qu'il a perdu beaucoup de temps de jeu avec les blessures, on peut encore le vendre à bon prix justement pour financer d'autres opérations. Fran Garcia revient pour quasiment que dalle, donc forcément si le Real Madrid fait une bonne plus-value sur d'autres transferts, sachant qu'on a déjà les solutions de rechange à ce poste-là pour la saison, globalement tu peux pourquoi pas investir justement sur des renforts en attaque, comme pourquoi pas Chukwueze, dont on parlera tout à l'heure. Si ça tenait qu'à moi, Ferland Mendy, je pourrais le garder, mais quand tu vois l'opportunité potentiellement de faire pas mal d'argent et une belle plus-value sur le transfert que tu avais fait à l'époque sur lui, c'est peut-être l'occasion justement de le vendre, parce qu'il se blesse tellement souvent que tu peux limite plus compter sur lui à long terme, tu vois. Du moins à court et moyen terme. On sait que ça peut arriver que voilà, cet été, il va se remettre d'aplomb avec Pintus. Si Pintus bien sûr est conservé dans l'effectif, il n'y a pas de raison qu'il parte du Real Madrid. Mais tu vois, s'il fait une bonne pré-saison, il sera peut-être plus en forme l'année prochaine. Et après, c'est clair qu'un Mendy au top de sa forme, c'est quand même des qualités indéniables. Mais aujourd'hui, par rapport à son apport offensif, moi j'ai toujours critiqué ça, et j'espère en tout cas qu'un jour, soit il progressera, soit simplement on aura quelqu'un qui pourra apporter beaucoup plus que lui en défense comme en attaque. En tout cas, vous me direz en commentaire si vous préférez garder Ferland Mendy ou faire une plus-value sur lui pour ensuite renforcer d'autres secteurs en général du Real Madrid. Les Juvenil A du Real Madrid vont être sacrés champions des U18 dans leur catégorie, du moins dans leur championnat, parce que pour les Juvenil A, en fait, c'est pas une Liga complète où ils affrontent le Barça, la Sociedad, Bilbao, etc. C'est fait plutôt par région, et du coup, l'Atlético Madrid était aussi, par exemple, dans la poule du Real Madrid. T'avais aussi le Rayo Vallecano, Retafe, etc. Mais du coup, l'Atlético Madrid et le Real Madrid étaient de base premiers tous les deux en 27 matchs, avec c'était 24 victoires chacun et 3 nuls. Donc les deux équipes étaient invaincues. T'avais d'un côté Arbeloa qui entraînait Real Madrid, en tout cas des Juvenil A, et de l'autre côté t'avais Fernando Torres qui entraînait bien sûr l'équipe des U18 de l'Atlético Madrid. Donc c'était aussi un derby sur le terrain que au niveau des entraîneurs. Donc, du coup c'était plutôt intéressant. Et le dernier match qu'il y a eu notamment le week-end dernier entre le Real et l'Atlético Madrid s'est résolu sur un 5-0 côté Real Madrid. Alvaro Arbeloa a bouffé tactiquement l'Atlético Madrid, qui avait pourtant fait un match nul intéressant contre le Real en phase aller. Donc 5-0 pour le Real qui passe premier du groupe à 2 matchs de la fin, et globalement le Real Madrid aujourd'hui a surtout un bilan exceptionnel avec plus de 105 buts marqués en 28 matchs. C'est 4 buts marqués par match en moyenne. C'est stratosphérique. Ils prennent même pas un but en tout cas aussi encaissé par match. C'est absolument hallucinant. Ils sont beaucoup trop chauds. Alvaro Arbeloa d'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo sur lui, ses méthodes d'entraînement et sur ses jeunes pépites et globalement son équipe et leur beau parcours de cette saison. Ça sortira normalement d'ici quelques jours ou quelques semaines, mais franchement, il a fait déjà un doublé avec la Copa del Rey et la Liga. On peut que leur dire bravo les gars. On a des jeunes talentueux qui n'arrêtent pas de progresser, qui vont grimper les échelons pour ensuite aller au Castilla normalement pour les meilleurs d'entre eux. Donc on a quand même de l'avenir au Real Madrid. Certes, en Youth League cette année, ils sont pas les plus loin, je crois, que les quarts ou les demi-finales, mais même ils ont en tout cas très bien joué sur l'ensemble de la saison. On peut que les féliciter autant en Espagne qu'en Europe, et 2 titres quand même, c'est quand même pas rien. En parlant de pépites, on a Iker Bravo au Castilla qui pourrait bien prolonger son prêt depuis le Bayer Leverkusen au Real Madrid jusqu'à 2024. En tout cas, cette année, il n'est qu'à 2 buts en 19 matchs. Au début, Raoul le mettait titulaire à son arrivée, mais petit à petit, il a perdu un petit peu sa place à cause d'Alvaro Rodriguez, forcément qui plantait plus de buts, qui a un profil différent, qui était déjà plus habitué au collectif de l'effectif, plus habitué aussi à jouer à ce niveau-là en 3ème division, mais surtout qui était tellement talentueux, Alvaro Rodriguez,
qu'il est quand même joué en équipe première du Real, il a quand même marqué contre l'Atlético Madrid, tout ça. Donc forcément, on peut pas en vouloir à Raúl de privilégier Álvaro Rodríguez, qui marque beaucoup de buts, qui a un profil très puissant et très talentueux, comparé à Iker Bravo, qui est aussi un profil intéressant, qui a un excellent potentiel, mais qui demande encore un peu de temps pour progresser. Il a aussi subi quelques petits pépins physiques qui l'ont empêché de jouer à tous les matchs, mais globalement, même s'il n'a marqué que 2 buts et fait quelques passes D, c'est un joueur aujourd'hui que si Raúl considère que c'est un talent qu'il faut garder, c'est pas pour rien. Si le Real Madrid l'a fait appel à lui, alors qu'il était considéré comme un des plus grands talents du foot espagnol à un moment donné, et il l'est toujours, hein, c'est pas pour rien. Le Real Madrid est confiant en son potentiel, et le potentiel de le garder en 2024, c'est pour préparer pourquoi pas l'après Benzema. On sait qu'il y aura Álvaro Rodríguez, que tu auras Iker Bravo, que tu auras peut-être une recrue, on sait pas encore, peut-être Haaland ou je ne sais qui, mais globalement le Real Madrid prépare l'avenir, et garder les pépites comme ça et les laisser s'aguerrir, parce que le Real Castilla peut aussi éventuellement aller en 2e division l'an prochain, ça ferait justement un bon entraînement pour ces pépites là, qui pourraient progresser de plus en plus proche du niveau de leurs idoles. Le Real Madrid est très intéressé par Samuel Chukwueze, qui a marqué 6 buts et fait 5 passes décisives en Liga cette saison, celui qui a ébloui le Bernabéu de son talent, qui a mis le Real Madrid à terre lors de la dernière confrontation entre le Real et Villarreal, et peut-être en tout cas dans l'œil de Florentino Pérez. Celui-ci devrait coûter grand maximum entre 35 et 50 millions d'euros, parce que je crois qu'il a plus qu'un an ou deux de contrat avec Villarreal, mais un joueur aujourd'hui qui, même s'il n'a pas des statistiques absolument hors normes, est encore très jeune, il a surtout cette capacité de percussion, cette capacité d'éliminer son vis-à-vis en un contre un de manière assez efficace et assez facile. Il a une vitesse, il a une capacité aussi à faire de très bons centres, il apporte en tout cas beaucoup dans les actions et la construction des actions, quelqu'un qui défend beaucoup, qui a un bon volume de jeu assez intéressant, qui joue à droite en tout cas, un poste auquel le Real Madrid en général aurait bien besoin de se renforcer au niveau des titulaires comme des remplaçants. Rodrigo pour l'instant est titulaire, ou des fois Valverde, mais Valverde n'est pas un vrai ailier et Rodrigo est plus à l'aise soit à gauche ou encore en numéro 10 dans l'axe du terrain. Donc globalement, laisser le couloir droit à un véritable ailier qui pourra progresser et passer des caps au fur et à mesure, ce serait intéressant. Et pour moi, Chukwueze, sachant que le Real Madrid a besoin de se renforcer au niveau qualitatif et quantitativement, Chukwueze pourrait apporter énormément. Même si c'est un joueur qui pourrait manquer au Real Madrid en janvier-février en général parce qu'il y a la CAN, etc. Globalement, sur son apport sur toute l'année, au niveau de sa fraîcheur, son impact physique, sa grinta et le fait qu'il pourrait passer un énorme cap en passant du coup de Villarreal à un très grand club, pour moi ce serait une recrue en tout cas assez intéressante. Un coup à faire sur le mercato, à voir s'il pourrait s'acclimater bien entendu à la pression d'un club comme le Real Madrid, contrairement à un club comme Villarreal, voir si en tout cas il est chaud pour remporter un maximum de titres, s'il peut progresser de manière exponentielle et pas déjà atteindre son prime à Villarreal, et voir ce que ça pourrait donner contre d'autres clubs, il va sûr avec nous, mais moi je pense qu'il pourrait vraiment faire du très bon travail. Mais vous me direz en commentaire en tout cas ce que vous pensez d'un potentiel achat de Chukwueze au Real Madrid. Gabri Veiga, l'enfant de Vigo, celui en tout cas qui est vu comme un espagnol extrêmement talentueux, un des plus grands talents espagnols, 9 buts et 5 passes décisives pour lui en Liga cette saison. L'autre jour contre le Real Madrid, ça a été un des meilleurs du côté du Celta de Vigo, ça a été un des seuls à continuer de se battre, à continuer de lutter malgré l'écrasante supériorité du Real Madrid contre Vigo. Mais en tout cas, Gabri Veiga, je l'avais déjà présenté dans une vidéo, normalement son transfert serait quasiment fait avec le Celta de Vigo, 40 millions d'euros pour en tout cas sa clause libératoire, mais le Real Madrid souhaiterait le prêter une année de plus au Celta de Vigo, parce que cette année, tu as encore Luka Modric, Kroos qui devrait rester au Real Madrid. Une potentielle arrivée de Jude Bellingham aussi viendrait en tout cas perturber certains plans. Ceballos devrait rester aussi, donc il n'y aurait pas forcément la place tout de suite pour Gabri Veiga, mais le laisser s'aguerrir un an de plus à Vigo, un collectif qu'il connaît, où il pourra prendre un peu plus d'expérience, c'est plutôt intéressant. Comme ça au moins, quand Modric et Kroos partiront en même temps en 2024, il pourra venir directement rejoindre le collectif et surtout apporter sa grinta, sa vista, sa vision du jeu, son volume de jeu au Real Madrid. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer en tout cas chez Gabri Veiga, mais dans l'intention, l'agressivité, ce qu'il apporte entre les lignes et le jeu collectif qu'il a, et aussi sa faculté à marquer des buts et apporter du danger, il a déjà un très bon talent. Maintenant c'est à polir, c'est à perfectionner au niveau de l'aspect défensif par exemple, mais il y a quelque chose à faire. Passons maintenant à l'avant-match entre le Real Madrid et Almeria. Le match aura lieu au Santiago Bernabéu à 18h30 ce samedi, donc forcément le Real Madrid déjà doit laver son image de l'horrible image qu'on a eu notamment l'autre jour contre Girona. Il faut qu'à domicile devant les supporters, le Real Madrid se rappelle en tout cas qu'il faut prendre le rythme de la confiance et surtout proposer du beau jeu. Là c'est l'institution qui est en jeu, c'est l'honneur du Real qui est en jeu, et les supporters méritent mieux que la piètre image collective et individuelle qu'on a eu l'autre jour de la plupart des joueurs et globalement de l'effectif. Donc Almeria qui est aujourd'hui 15e de Liga, 31 matchs, 9 victoires, 6 nuls et 16 défaites.
38 buts marqués, donc joués, et surtout 53 buts encaissés. Donc un effectif qui encaisse beaucoup de buts, un effectif qui est certes intéressant, qui perd pas forcément de beaucoup contre les grosses équipes, contre les Bilbao, les Séville, contre l'Atlético Madrid, sur les scores de 2-1, qui gagne des fois même contre Retafe, des petits scores sur 2-1, qui a battu le Barça l'autre jour 1-0, mais qui était quand même un peu à la surprise générale. Globalement, Almeria, c'est un effectif qui prend beaucoup de buts, qui laisse beaucoup de largesse derrière, qui est très lent derrière, d'où le fait qu'en général, ils vont jouer à 4 ou 5 défenseurs, ils vont jouer de manière aussi extrêmement regroupée et balancer un maximum de ballons devant sur les flèches comme Touré par exemple, ou des joueurs expérimentés comme Batistao ou encore Luis Suarez, des mecs qui ont profité du moindre espace, de la moindre erreur des défenses en tout cas de l'adversaire, qui vont bien tenir le ballon, qui vont apporter des poisons au niveau de la vitesse et qui vont ouvrir des espaces côté Almeria, mais en tout cas leur défense est très compacte parce qu'ils savent pas trop défendre dans les 1 contre 1, ils ont même une défense de zone qui est correcte parce qu'elle coulisse en tout cas parfaitement, mais une défense qui justement sur les coups de pied arrêtés, sur comme je disais le manque de vitesse etc. ou le manque d'impact peut se faire bousculer. Et là pour moi il n'y a pas de calcul à faire, le Real Madrid peu importe qui joue, que ce soit les titulaires, les remplaçants ou les remplaçants du remplaçant, là on veut du football, on veut des buts, on veut des occasions, on veut des choses, des joueurs qui se battent, on veut pas des joueurs qui prennent des buts, on veut pas des joueurs qui se font balader dans les duels, on veut pas des joueurs qui manquent d'impact, on veut pas des joueurs aujourd'hui qui se font balader techniquement, on veut des joueurs à domicile qui brillent. Donc là pas de calcul parce que le Real Madrid, la Liga elle est perdue, Almeria va jouer parce que eux ils ont besoin de points pour se sauver et forcément une équipe aujourd'hui qui a besoin de points pour se sauver peut être extrêmement dangereuse. Globalement Almeria sur l'ensemble de la saison n'a gagné qu'un match à l'extérieur, c'était contre Retafe au dernier match 2-1, mais sinon sur l'ensemble de la saison ils ont pas gagné à l'extérieur. Donc le Real Madrid ne doit pas être la deuxième équipe à perdre à domicile contre Almeria, tu vois ce que je veux dire. Après on sait pas encore si Benzema sera là, si t'auras d'autres joueurs en tout cas qui vont revenir comme les Thibaut Courtois, tout ça, mais peu importe, moi je m'en fous de savoir qui joue demain, de la composition, je veux juste des joueurs qui se battent et qui proposent du football. Donc espérons que le Real Madrid se reprenne, moi j'espère au moins un score aller à 2 ou 3-0 pour se faire plaisir, marquer des buts, faire un clean sheet et prendre de la confiance après la déculottée qu'on a pris l'autre jour, ça serait pas mal. Parce qu'il faut préparer au mieux la finale de Copa contre Osasuna, mais aussi la demi-finale de Ligue des Champions contre City. Ça passera par de belles performances en championnat, de la confiance et du rythme pris. Retrouver l'efficacité et de la solidité, et surtout du football, ça doit être les clés de ce match-là. Donc en tout cas les amis, je vous laisserai me dire ce que vous pensez de l'actualité du Real Madrid, de tout ce dont on a parlé aujourd'hui dans cette vidéo et par rapport aussi au match en tout cas qui arrive demain contre Almeria, qu'on débriefera bien sûr comme d'habitude sur la chaîne juste après le match. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, me follow en tout cas, il y a tous les réseaux en description comme Instagram et Twitter pour me parler de football en dehors des vidéos. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.